Je ne prie pas Saint-Outembi, Saint-Ambongo, Saint-Cholet. Je prie notre Père, Dieu qui est au ciel. Je prie Jésus, s'il vous plaît. La moralité, l'éthique, je ne pense pas, avec tout ce que nous avons déjà constaté avec l'Église catholique, pendant ce peu de temps que Tshisekedi est au pouvoir, il y a eu beaucoup de déclarations de l'Église catholique, des acteurs de l'Église catholique, qui font croire qu'il n'y a pas d'éthique dans ce qu'ils disent, mais qu'il y a tout simplement une manipulation de l'Union européenne. L'Union européenne qui veut contrôler l'Afrique sur conseil de Jacques Attali, sur conseil de ces philosophes qui sont dans l'ombre, pour bien relever cette province oubliée d'un empire en déclin qui est l'Europe, économiquement, stratégiquement et bien sûr culturellement. Et l'Église catholique, vous êtes prête à accompagner l'Union européenne dans cette aventure-là? Est-ce qu'il y a la moralité dedans? L'Église catholique, vous êtes prête à accompagner Mo Ibrahim, les George Soros de l'Afrique? L'Église catholique, vous êtes prête à faire balkaniser la RDC? Je me souviens très bien, j'ai terminé ma licence sur un thème. C'était, je ne me souviens plus là, c'était quoi encore? Foi et développement. Foi et développement, en partant de l'expérience de mes pères de Bouamanda qui sont venus dans un milieu pauvre, les Capucins, qui sont venus dans un milieu pauvre et au nom de leur foi, ils se sont engagés dans une activité de développement pour promouvoir, pour relever le niveau de la population. Et c'est de leur expérience de foi qu'est né ce grand projet de développement CDI Bouamanda, qui est quand même connu ici à Bouamanda, ouais, très connu à Kinshasa, ici à Kinshasa, ouais. à travers le projet d'aide alimentaire, la farine de maïs qu'on distribuait dans des paroisses. Ouais. C'est vraiment le fruit de ces pères capucins qui avaient pensé que vivre ma foi chrétienne doit avoir une implication sur mes frères. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes capucin, que vous avez donné, par exemple, que non, les Bouamanda, c'était un projet, parce que c'est ça un peu votre spécialité. Hein. Les capucins, quand ils viennent, ils ont fait le développement et la foi. Le développement et la foi. Et ils ont créé Bouamanda, et Bouamanda a sauvé beaucoup de vies au Congo. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Le Bouamanda, c'est une stratégie. Tout ce qui est développement est une stratégie pour accéder dans l'âme du Congolais et avoir les avantages. Le 30 juin 1960, il y a eu deux discours. Le discours du roi Baudouin et le discours de Patrice Emery Lumumba. J'aime beaucoup Lumumba, je le lis beaucoup, je l'ai beaucoup lu, et ça, c'est mon sang, Lumumba. On a toujours parlé du discours de Lumumba. Moins, on a parlé du discours du roi Baudouin. Mais souvenez-vous, il y a un tout petit passage du roi Baudouin dans son discours où il dit que nous vous avons donné ce pays, vous allez l'avoir dans l'état où nous vous le laissons, mais faites attention. Faites attention de ne plus retomber dans le tribalisme, parce que il y a des puissances qui n'attendent que ça pour revenir, pour vous envahir.
quelque chose dans ce sens-là. Vous allez chercher ces discours, lisez-le. Mais quand un roi belge, à cette époque-là, vous dit cela, vous dit qu'il y a des puissances qui n'attendent que votre désordre tribal pour venir vous envahir, est-ce que vous n'avez pas des oreilles pour entendre? Ça veut dire que eux déjà, on les avait agacés par d'autres puissances étrangères. C'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il y a d'autres puissances, autres que la Belgique, qui n'attendaient que ça pour revenir au Congo. Il vous prévenait aussi pour les intérêts de la Belgique. Et aujourd'hui, en 2021, vous, l'Église catholique, vous revenez dans ces histoires de tribalisme et qu'on reprend allègrement. Hein. Aujourd'hui, c'est très facile de dire oui, je suis contre cette ethnie-là, cette ethnie-là, je suis contre les Balouba, je suis contre ceci. Ça s'est dit clairement aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue chez Moam International Network dans Point de vue. Dans ce point de vue, nous allons parler de l'actualité politique au Congo-Kinshasa, RDC, la République démocratique du Congo. Pour les gens qui ne suivent pas le Congo chaque jour, il y a un conflit ouvert depuis un temps entre l'Église catholique d'un côté et l'institution, la présidence de la République de l'autre côté. Et à la base, c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui devrait, il y a un comité de gestion qui a été voté par le Parlement et que les uns contestent et les autres acceptent donc cette façon de faire les choses. Alors, ce soir, moi, je ne vais pas aller trop loin dans les considérations partisanes, oui ou non, on est pour la commission électorale nationale indépendante, parce que cette commission, elle a été imposée par les étrangers, la Constitution mêmement, donc je ne suis pas dans cette logique-là. Et pour commencer mon propos d'aujourd'hui, mon point de vue, je vais parler d'abord de l'aspect géopolitique. Il y a M. Jacques Attali qui a fait un papier dans lequel il analyse la situation de l'Europe et de la France en disant que la France et l'Europe sont devenues une province oubliée d'un empire en déclin. Et cette analyse, il l'a fait par rapport à la situation de la France vis-à-vis de son grand frère, les États-Unis, qui a perdu, donc la France qui a perdu le contrat des sous-marins que la France allait fournir à Canberra, en Australie. Et les Américains se sont manifestés et ils ont cassé ce contrat. Et voilà que la France a raté les 50 quelques milliards d'euros qui allaient venir de ce contrat-là. Jacques Attali est allé très loin. Jacques Attali a aussi analysé la situation assez catastrophique que l'Europe est en train de subir ou a subi en Afghanistan. Vous vous rappelez que les États-Unis d'Amérique
ont conclu des accords avec les talibans en Afghanistan. Ils ont eu des entretiens à Doha, au Qatar. Ils ont conclu des accords avec les talibans. Et au moment de partir, les militaires américains, le gouvernement américain est sorti en débandade. Bon, ça paraissait être en débandade, mais les Américains le savaient seulement, les Européens ne connaissaient pas, ne maîtrisaient pas la situation. Donc Jacques Attali fait cette analyse-là. Et partout où les Américains passent avec les Européens, on essaye, depuis le président américain Trump, les États-Unis essayent de mettre l'Europe à côté. Donc, alors, dans ce papier, Jacques Attali conclut en disant ceci: vous pouvez recevoir des coups, vous avez deux choses à faire. Soit vous vous agenouillez, vous dites « Ok, je n'en peux plus, merci, ça suffit ». Ou bien vous vous relevez et vous dites « Bon, moi maintenant, je vais frapper très fort ». Et c'est la dernière recommandation qu'il a donnée, c'est-à-dire la France devrait se relever et taper très fort. La France, bien sûr, avec l'Europe. Alors, quand on prend cette analyse de Jacques Attali, on reflète cela sur la situation qui prévaut en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Union européenne ne veut pas être cette province oubliée d'un empire en déclin. C'est-à-dire économiquement, philosophiquement et du point de vue religion, ainsi de suite. Parce que l'empire Europe est en déclin selon Jacques Attali. Jacques Attali, c'est le Saint-Esprit de Macron, hein, c'est la pensée de Macron, la pensée de la France. Jacques Attali, c'est celui qui a dit à un moment donné que la France ne devrait pas avoir honte de s'occuper de l'Afrique. Et quand on dit s'occuper de l'Afrique, ce n'est pas aller distribuer des biscuits aux enfants de Mali ou des bonbons aux enfants du Tchad ou alors donner des aspirines aux malades de Kinshasa. Donc, quand on dit s'occuper de l'Afrique, c'est vraiment s'occuper réellement de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je fais ce parallèle? Je fais ce parallèle parce que la situation politique qui prévaut au Congo aujourd'hui est telle que les acteurs, aussi bien politiques, intellectuels que religieux, ne maîtrisent pas les enjeux géopolitiques qui peuvent détruire ce pays-là, la RDC. Parce que, pour donner un peu les faits, l'Église catholique est vent debout contre le président de la République parce que l'Église catholique veut contrôler la présidence de la CENI. L'Église catholique, d'un côté, avec l'Église du Christ au Congo, et de l'autre côté, d'autres églises, et qui ont, eux, donné un monsieur qui est donc le président de la CENI. Alors, pour l'Église catholique, ce monsieur-là qui est le président de la CENI serait très proche du président Tshisekedi. Mais dans leur déclaration, parce que Abbé Chollet, qui est le secrétaire général de la CENCO qui est un organe
de l'activisme politique au sein de l'Église catholique, l'abbé Chollet donc a déjà déclaré plus d'une fois que nous voulons l'alternance à la tête du pays. Et monsieur l'abbé, donc il y a l'abbé Chollet qui a dit ça, mais il y a aussi monsieur le cardinal Ambongo qui l'a aussi dit. Alors, dans leur déclaration, monsieur l'abbé Chollet et monsieur le représentant de l'Église du Christ au Congo ont donné une conférence dans laquelle monsieur l'abbé Chollet appelle le peuple congolais de barrer la route à quiconque voudrait lui voler les élections ou bien entacher tous ces processus de la démocratie ou des élections de tout acte de fraude. Donc, M. l'abbé Chollet invite tout simplement la population à barrer la route à M. Tshisekedi. Quand on prend Tshisekedi, que l'Église catholique ne veut plus. Je me demande d'ailleurs pourquoi, parce que si on regarde le chemin que Tshisekedi est en train de parcourir et les actes qu'il est en train de poser, je me demande pourquoi on veut l'alternance tout de suite là. Les élections, c'est en 2023 et il fait la lutte contre la corruption, son cheval de bataille. Il suit ce qu'on lui dicte aussi par la communauté internationale pour mettre la paix dans la région. Il est fait. Et en plus, il a décrété cet état d'urgence à l'est du Congo. Et la gratuité de l'enseignement, il a décrété, ainsi de suite. Mais quand quelqu'un fait des efforts comme ça, je pense qu'on doit l'accompagner. Je pense que tout citoyen tout citoyen avec un peu de bon sens devrait accompagner le président de la République, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas. Et si vous dites, voilà, l'Église catholique, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent ça, hein, l'Église catholique était aussi contre Kabila et il accompagnait les autres aux opposants contre Kabila. Mais attends, est-ce qu'on va faire la comparaison entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Je ne pense pas. À l'époque où Joseph Kabila était président de la République, il y a eu beaucoup de morts. Tchébéa a été tué là-bas. La République démocratique du Congo est un abattoir humain. C'était le sang partout. On n'osait pas descendre sur le Congo. Et en plus, il y avait, le Congo avait un seul porte-parole, c'était M. Paul Kagame du Rwanda. Mais aujourd'hui, quand on regarde le peu de temps que Tshisekedi est au pouvoir, 2 ans, peut-être un peu plus, on sent que le Congo est retourné sur sa place au niveau international. Mais alors, dans ce sens-là, moi je me pose la question, pourquoi l'Église catholique cherche coûte que Tshisekedi s'en aille? Alors, la question, elle peut être répondue d'une façon partisane, mais moi je trouve que ce n'est pas l'Église catholique qui est aux manettes, qui est aux commandes de sa propre pensée. Ce n'est pas la pensée de l'Église catholique. L'Église catholique, dans la dernière conférence, ils ont parlé de l'alternance, donc à la tête du pays,
Il faut de bonnes élections, des élections justes, équitables, pour que les investisseurs puissent venir. Ces discours-là, ça nous rappelle quoi? Ces discours nous rappellent les discours, le papier des mots Ibrahim en 2018, en 2019, donc quand on a proclamé Tshisekedi, et Tshisekedi président de la République, il y a Mo Ibrahim qui était mécontent, qui a fait un papier dans le journal Le Monde pour parler des beaux temps qui se font entendre à l'est du pays, le chaos qui va surgir, le pays qui va s'embraser, ainsi de suite, ainsi de suite. On voit le même discours être tenu par les hommes de Dieu, les catholiques et les protestants. Ça, c'est très dangereux. Mo Ibrahim, c'est un peu le George Soros de l'Afrique. Mo Ibrahim, c'est qui? C'est un anglo-soudanais qui a gagné son argent ici aux Pays-Bas, dans un village à côté d'Amsterdam qui s'appelle Hoofddorp, dans la téléphonie. Après, il est allé en Afrique, il a fondé ce qu'on a appelé Celtel, que beaucoup de gens connaissent, et il a gagné beaucoup d'argent. Après cela, il a commencé à investir dans l'influence politique dans la plupart des pays où il détient des minéraux. Et quand il y a des influences politiques comme ça, on doit mettre au pouvoir quelqu'un de son obédience pour finalement gagner beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus d'argent. Et Mo Ibrahim était le parrain de ce qui s'est passé à Genève en novembre 2018. Et si l'Église catholique aujourd'hui reprend les propos de Mo Ibrahim, c'est quand même dangereux. Quand je dis l'Église catholique, je mets aussi l'Église du Christ au Congo dedans. C'est dangereux. Et pour qui roule l'Église catholique? Je l'ai dit déjà. J'ai posé cette question-là dans l'analyse précédente. Là où je parle de Cholet, là où je parle du cardinal Ambongo. Alors revenons un peu sur le cardinal Ambongo. Cardinal Ambongo est né dans les années 60, où ça? À Boto. Boto, c'est dans l'Équateur. Il a fait l'école primaire là-bas à Boamanda. Il est capucin. Et j'aime beaucoup sa petite histoire. Le cardinal Ambongo, en tant que petit enfant, il rêvait d'être maître de l'école. Parce qu'il trouvait que le pouvoir, c'est le maître, c'est le pouvoir absolu. Un jour, il va voir quelqu'un venir dans sa classe et commencer à gronder son maître. Et ce jour-là, le cardinal Ambongo va découvrir que non, il y a plus que le maître. C'est-à-dire, je vais devenir celui-là qui gronde le maître, et donc, c'est-à-dire le directeur de l'école. Le cardinal Ambongo, c'est un capucin. Les capucins, ce sont des gens, ou bien c'est un courant dans l'Église catholique, qui aiment, qui vivent, on les appelle, le mot néerlandais est encore mieux, ce sont les amis des pauvres. Ils aiment bien vivre comme des pauvres. C'est un courant qui est sorti des franciscains et qui veut se distinguer par le capucho. Capucho, c'est le capucin qu'il porte sur la tête et qui garde aussi la barbe. Mais bon, le cardinal Ambongo n'a pas de barbe, ça, ce n'est pas important. Mais le cardinal Ambongo ne rêvait pas de devenir ni prêtre, puis plus tard, ni cardinal, mais il rêvait de devenir donc
directeur de l'école. Mais c'est un prêtre de brousse, un jour, qui va lui dire, écoute, est-ce que tu ne devrais pas devenir prêtre? C'est comme ça que l'idée lui est passée à la tête. Mais je vais vous raconter d'abord une petite anecdote. En 2011, j'étais à Kinshasa. En tant qu'observateur international des élections, c'était la deuxième fois que je fus donc observateur international des élections. Et là-bas, j'ai rencontré Antoine Gonda. Antoine Gonda, c'était un envoyé spécial de M. Kabila. Hein. Donc, il était ambassadeur plénipotentiel. Il passait partout. Alors, j'ai parlé beaucoup avec lui dans sa maison à Kisantu et autour de sa piscine. Et on a parlé un peu de la situation dans la région, dans son territoire. Alors, il m'a raconté une histoire. Pourquoi les jeunes gens à Kisantu et aux environs voulaient devenir des prêtres. Parce que, il a parlé avec beaucoup de jeunes gens qui voulaient devenir des prêtres. Pourquoi ils voulaient devenir des prêtres? Et il disait que non, ces jeunes gens, parce que les prêtres mangent bien, les prêtres roulent dans des bonnes voitures, les prêtres ont des grandes maisons, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces jeunes gens-là n'ont jamais dit qu'ils veulent devenir prêtres parce qu'ils veulent servir Dieu. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent devenir prêtres parce qu'ils veulent faire des bonnes choses. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent devenir prêtres parce qu'ils veulent changer la morale dans le pays. Ils voulaient devenir prêtres pour manger bien, avoir un bon boulot. Être prêtre, c'est avoir un bon boulot, rouler dans une bonne voiture. Est-ce que c'est faux, ça? Est-ce que les prêtres au Congo, en Afrique, la plupart, ne le deviennent pas pour avoir un statut social, économique, intellectuel, culturel? Je pose cette question parce qu'il y a la question des moralités, la question d'éthique. L'éthique, c'est quoi? Le bon et le mauvais, le bon et le mal. Donc, c'est le côté éthique qu'on reproche aux candidats qu'on suppose être proche du président, le candidat, le président de la CENI. La moralité, l'éthique, je ne pense pas, avec tout ce que nous avons déjà constaté avec l'Église catholique, pendant ce peu de temps que Tshisekedi est au pouvoir, il y a eu beaucoup de déclarations de l'Église catholique, des acteurs de l'Église catholique, qui font croire qu'il n'y a pas d'éthique dans ce qu'ils disent, mais qu'il y a tout simplement une manipulation de l'Union européenne. L'Union européenne qui veut contrôler l'Afrique sur conseil de Jacques Attali, sur conseil de ces philosophes qui sont dans l'ombre, pour bien relever cette province oubliée d'un empire en déclin qui est l'Europe, économiquement, stratégiquement et bien sûr culturellement. Et l'Église catholique, vous êtes prête à accompagner l'Union européenne dans cette aventure-là? Est-ce qu'il y a la moralité dedans? L'Église catholique, vous êtes prête à accompagner Mo Ibrahim, les George Soros de l'Afrique?
l'Église catholique, vous êtes prête à faire balkaniser la RDC. Et là, je vais vous donner une petite anecdote, hein, parce que vous rigolez trop avec ce pays-là. Je vais d'abord revenir dans l'histoire. Le 30 juin 1960, il y a eu deux discours. Le discours du roi Baudouin et le discours de Patrice Emery Lumumba. J'aime beaucoup Lumumba, je le lis beaucoup, je l'ai beaucoup lu, et ça, c'est mon sang, Lumumba. On a toujours parlé du discours de Lumumba. Moins, on a parlé du discours du roi Baudouin. Mais souvenez-vous, il y a un tout petit passage du roi Baudouin dans son discours où il dit que nous vous avons donné ce pays, vous allez l'avoir dans l'état où nous vous le laissons, mais faites attention. Faites attention de ne plus retomber dans le tribalisme, parce que il y a des puissances qui n'attendent que ça pour revenir, pour vous envahir. Quelque chose dans ce sens-là. Vous allez chercher ces discours, lisez-le. Mais quand un roi belge, à cette époque-là, vous dit cela, vous dit qu'il y a des puissances qui n'attendent que votre désordre tribal pour venir vous envahir, est-ce que vous n'avez pas des oreilles pour entendre? Ça veut dire que eux déjà, on les avait agacés par d'autres puissances étrangères. C'est ce qu'il voulait dire. Il voulait dire qu'il y a d'autres puissances, autres que la Belgique, qui n'attendaient que ça pour revenir au Congo. Il vous prévenait aussi pour les intérêts de la Belgique. Et aujourd'hui, en 2021, vous, l'Église catholique, vous revenez dans ces histoires de tribalisme et qu'on reprend allègrement. Hein. Aujourd'hui, c'est très facile de dire oui, je suis contre cette ethnie-là, cette ethnie-là, je suis contre les Balouba, je suis contre ceci. Ça s'est dit clairement aujourd'hui. Et là, je trouve que le Congo empile beaucoup de traumatismes. Et c'est parce qu'on n'a jamais réparé un seul traumatisme, on n'a jamais soigné un seul traumatisme, qu'on continue à empiler des traumatismes sur traumatismes. Quand on a fait les génocides au Katanga par Kyungu Wakumwanza, Ngunz Karlibont, dans les années 90, on a laissé passer comme ça. Et le président Tshisekedi a été à Lubumbashi pour dire, voilà, Kyungu Wakumwanza, notre baba, notre seul père qui nous reste. Quand on n'arrive pas à soigner le traumatisme historique, social, culturel qui nous touche, on ne peut jamais avancer. Quand on n'arrive pas à corriger certains faits historiques du passé, on ne peut pas avancer. Parce que ce qui s'est passé avec les Kyungu au Katanga risque de se faire aujourd'hui et encouragé par l'Église catholique. Il y a Lambert Mende qui a intervenu et qui a dit que l'histoire de l'Église catholique, dans sa besogne, comme ils le font actuellement, remonte des années
des années Lumumba, des années 60. Mais moi, je vais encore beaucoup plus loin. Les Capucins, donc l'exemple des Capucins, hein, les pauvres Capucins, les amis des pauvres, sont arrivés au Congo, dans le royaume du Congo, en 1652. En 1652, et ils sont passés, la plupart venaient d'Anvers, hein. Ils sont partis d'Anvers en Italie, et bon, il y a eu des complications, les Espagnols ne voulaient pas les avoir parce qu'ils pensaient que c'était des espions, et bon, au final, il y a eu des Capucins qui sont arrivés dans le royaume du Congo. À l'époque, c'était le roi Garcia II qui était le roi. L'un des Capucins est mort malade quelques jours après son arrivée. Il y a eu le deuxième qui est mort quelques mois après son arrivée. C'était Joris van Geel. Joris van Geel, lui, c'était le Capucin qui est mort tabassé. Il a été tabassé à mort. Comment ça s'est passé? Il avait entrepris sa mission d'évangélisation et là, il arrive quelque part dans un village appelé Oulolo et dans ce village-là, il a trouvé que il y avait des cérémonies religieuses, traditionnelles. Et lui, il a voulu baptiser tout le monde. Et les gens se sont opposés à sa religion. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Donc, le prêtre capucin, donc Joris van Geel, il a brûlé des maisons, des huttes à l'époque. Et quand il a brûlé des maisons, le prêtre traditionnel et ses adeptes ont pris M. Joris van Geel, on l'a tabassé à mort. En fait, il était à l'agonie et on l'a déplacé quelque part. Et il est mort en fait, hein, il est mort après quelques jours. Et quand le roi Garcia a appris que Garcia II, parce qu'il y a eu de succession de rois, hein, ça c'est une histoire sur laquelle nous allons revenir une autre fois. Mais quand le roi Garcia II a appris que on a tué le prêtre Joris van Geel, il a ordonné qu'on tue tous les presque 200 personnes qui vivaient dans ce village-là, le village Oulolo. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué un capucin, un prêtre catholique. Les capucins, les amis des pauvres, du cardinal Ambongo. Et ce capucin-là, Joris van Geel, a occasionné donc que le roi Garcia puisse, parce que le roi Garcia, le roi Garcia II a ordonné qu'on tue les 200 personnes vivant dans le village là, Oulolo. Ce sont d'autres prêtres qui vont supplier le roi Garcia en disant non, 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 il ne faut pas les tuer. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça supplier, parce qu'ils ont proposé autre chose. Ils ont dit non, 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 il ne faut pas les tuer. Mais par contre, on peut les envoyer au Brésil, sur le marché d'esclaves. C'est ainsi que le roi Garcia II a ordonné l'envoi l'expulsion de ces 200 membres de ces villages Oulolo vers Luanda jusqu'au Brésil pour être vendus là-bas comme esclaves. Et ça, les Surinamiens, tous les gens de Caraïbes,
dans toutes les littératures sur l'esclavage, sur la traite négrière, on ne pardonne pas le Congo. C'est à cause des Capucins. On dit que non, vous les Congolais, vous nous avez vendus à cause des Capucins, les amis des pauvres. La philosophie du cardinal Ambongo, c'est à cause de ces Capucins-là. Et ce village Oulolo n'existe plus sur la carte du Congo. Ce village a été supprimé à cause des Capucins. Et vous allez nous dire, voilà, nous on est des Capucins, on a une forte moralité, on connaît ce qui est bien et ce qui est mal, on connaît ce qui est bien et ce qui est mauvais, et on sème le trouble dans le pays. Non, M. Ambongo, vous êtes au service de l'Union européenne. Cette province oubliée d'un empire en déclin, qui veut se relever. Cette province oubliée d'un empire en déclin, l'Union européenne, que vous voulez donner, à qui vous voulez donner des béquilles. Non, ça ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes capucin, que vous avez donné, par exemple, que non, les Bois-Mandat, c'était un projet, parce que c'est ça un peu votre spécialité. Hein. Les capucins, quand ils viennent, ils ont fait le développement et la foi. Le développement et la foi. Et ils ont créé Bois-Mandat, et Bois-Mandat a sauvé beaucoup de vies au Congo. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Le Bois-Mandat, c'est une stratégie. Tout ce qui est développement est une stratégie pour accéder dans l'âme du Congolais et avoir les avantages. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, je suis né à Lubumbashi, j'ai grandi à Lubumbashi. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai voyagé à Ilebo. J'arrive à Ilebo, je rencontre un petit ami qui s'appelait Nakaosa. Et Nakaosa, moi, je l'ai trouvé un petit villageois qui ne représentait rien du tout vis-à-vis de moi. Mais un jour, Nakaosa me dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on ne peut pas aller pêcher? J'ai dit à Nakaosa, pêcher quoi? Moi, je ne connais rien de tout ça. Il dit, écoute, viens, on part. On va rester dans la brousse toute la journée, tout ça, on va manger là-bas, on va avoir des poissons. J'ai dit, non, mais écoute, moi, je ne connais pas ces histoires des poissons, des brousses et tout ça. Nakaosa m'a convaincu et finalement, nous sommes partis. Et qu'est-ce que nous avons pris avec nous? Seulement du sel. Parce que l'eau et le poisson, tout ça, on allait trouver ça là-bas. On arrive là-bas et nous devrions aller dans des marécages. Nous avions des hameçons et des vers de terre. On arrive là-bas, Nakaosa m'a donné le cours de la vie. Comment il faut pêcher. Nous étions dans des marécages, l'eau était jusque là. Et nous étions là, Nakaosa m'apprend comment il fallait mettre des hameçons ici et là. Il m'a dit, si tu mets 100 hameçons, tu ne vas pas manquer 10 poissons. Et nous avons mis partout, avec des vers de terre. Donc nous avons mis ces hameçons-là partout. Et nous avons eu ce qu'on appelle les zombos, ce poisson-là. Nous les avons captés. Moi, j'ai appris à attraper les zombos, comment les sortir des hameçons et tout ça. Nakaosa m'a appris. Mais ces zombos-là, avant que moi je puisse les avoir, eux, ils avaient déjà les vers de terre. Les zombos avaient déjà les vers de terre. Alors moi, quand j'arrive chez les zombos, c'est un peu comme les vers de terre, c'est quoi?
c'est ce que vous vous appelez Bwamanda. Parce que quand ils viennent avec le ver de terre, c'est pour vous avoir. Et c'est ce qui se passe. J'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup réfléchi sur l'aide au développement. C'est ma spécialité. J'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup réfléchi sur la démocratie en Afrique. C'est ma spécialité. Donc, il n'y a pas matière à discussion là-dessus. Prenez le livre. Il y a un ami, Dirk Jan Kor, qui a écrit un bon livre à propos. Dirk Jan Kor, sûrement vous devez le connaître parce que il était professeur, il était diplomate à l'ambassade de la Hollande à Kinshasa. Mais à côté, il donnait cours à l'Université catholique de Kinshasa. Et il donnait le cours de l'aide, le cours de développement. Et il a fait beaucoup de discussions avec ses élèves, ses étudiants, je vais dire. Et ses étudiants lui ont dit que vous ne venez pas nous développer, mais vous venez nous sous-développer. Il a cité les Irène, les autres, tous ces étudiants-là qui faisaient beaucoup de... Et puis en plus, il a dit ceci, et les étudiants lui disent ceci. Ils lui ont dit comment ils viennent nous mettre dans le sous-développement. Parce que, d'abord, toutes les ONG qui sont là-bas, ça, ce sont les étudiants qui lui disent. Il y a beaucoup d'ONG qui sont là-bas, en commençant par l'ONU. Les étudiants lui ont dit, tous les professeurs qui sont ici veulent travailler pour des ONG internationales parce qu'elles payent mieux qu'être professeur. Et vous qui venez avec les ONG internationales et nos professeurs qui vont travailler dans ces ONG internationales, qui abandonnent l'université, c'est-à-dire qui abandonnent l'enseignement, qui abandonnent les étudiants, qui abandonnent l'avenir du pays pour vos ONG, pour l'argent, vous appelez ça développement? Mais pourquoi vous ne voulez, pourquoi on ne peut pas réfléchir? Pourquoi on est seulement dans ce qui existe, dans ce que l'on voit? Pourquoi on ne veut pas aller au-delà? Je l'ai dit dans mon dernier point de vue pour dire que il faut arrêter avec la Constitution, il faut changer la Constitution. La CENI, il faut la supprimer. Il faudra mettre l'organisation des élections au sein d'un ministère au gouvernement. Parce qu'il n'y aura jamais des saints qui vont organiser ces élections-là pour ne pas les gagner ou bien pour ne pas faire gagner quelqu'un. Ngoï Mulunda, rappelez-vous, Ngoï Mulunda a dit, à un moment donné, parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'il disait, hein, il a dit, nous avons publié, c'était en 2011, nous avons publié les résultats des élections dans le bâtiment des Nations Unies à Kinshasa. C'est-à-dire que la CENI est un organe stratégique qui permet les puissances étrangères d'avoir la souveraineté, de contrôler la souveraineté des États africains, en l'occurrence de la République démocratique du Congo. Donc, si on ne supprime pas cela, cette constitution-là importée, venue d'ailleurs, et ça sera un problème sérieux. Il y a encore, parlant de cette constitution-là, j'ai un livre ici
de Jean-Louis Esambo Kangaché. C'est un bon livre. Ça s'intitule « La Constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme ». C'est un très bon livre qui explique un peu le constitutionnalisme, c'est quoi, tout ce qu'il y a comme théorie. Mais ce qui m'intéresse dans ce livre, ce n'est pas ses commentaires à lui. Il a ses commentaires, mais moi je vais au-delà de ça. Je ne vais pas faire de ce point de vue un truc académique, ça c'est ce que je ne ferai jamais. Mais je vais quand même faire une toute petite référence. Alors, il dit ceci. Tous les États du monde ont besoin d'une constitution. Philippe Ardant affirme que l'un des premiers signes pour marquer l'existence de l'État est de se doter d'un drapeau, d'un hymne et d'une monnaie, d'une constitution aussi. Pour l'auteur, la constitution, donc, représente pour ses destinataires, donc la population, hein, un pays, une valeur à la fois symbolique et philosophique, une œuvre littéraire, mais aussi un instrument politique, une architecture juridique et un moment historique dans la vie de tout un peuple. Point. Ça, c'est Philippe Ardant. Et puis, bon, Monsieur Esambo continue à donner les explications par rapport à la Constitution, le rôle de la Constitution. Mais moi, la question que je me pose, elle est la suivante. Hein, parce que quand ce monsieur Philippe Ardant dit que la Constitution doit être un symbole d'un pays, une philosophie d'un pays, une œuvre littéraire, une architecture juridique d'un pays, un instrument politique et un moment historique de tout un peuple. Mais est-ce que cette Constitution a déjà fait un moment historique de tout un peuple? Non. Parce que c'est une constitution qui nous est débarquée du ciel belge, et parrainée par Louis Michel, amenée dans la petite valise de Bob Kabamba à Kinshasa. Et nous n'avons pas de fait, ça ne fait pas un moment historique parce qu'on n'a pas écrit ça. Est-ce que cette constitution est née d'une philosophie congolaise? Non, non. On ne peut pas avoir une constitution qui vient de l'Europe et qui a une philosophie congolaise. Non. Non. Je peux continuer comme ça. C'est une constitution d'ailleurs. Donc, M. Esambo pouvait bien philosopher sur ce genre de questions. Mais bon, la Constitution, il y a des constitutionnalistes et tout, mais ce n'est pas notre philosophie qui est dans cette Constitution-là. J'en ai ici, cette Constitution-là. Voilà, la Constitution. Et là, la petite Constitution. Hein, ici, c'est la loi sur l'organisation de fonctionnement de la Commission électorale, Constitution de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est parrainé par des ONG. Hein? Parrainé, il y a des ONG qui ont parrainé pour écrire, faire la vulgarisation de cette constitution. Et tout ça, ça n'a pas un caractère philosophique congolais, africain. Il n'y a rien d'historique, il n'y a rien de philosophique, il n'y a rien de moment de fierté, où on peut dire, voilà, les Congolais ont fait ceci, les Congolais ont réfléchi. Parce que la Constitution, c'est quoi?
La Constitution, c'est quand on sort d'un état de jungle. Dans une jungle, c'est la loi du plus fort. Hein. Il y a des animaux, il y a tout. Et puis après, à un moment donné, on s'est dit non, 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 non. Comme on vit comme des animaux, hein, parce que les humains, ce sont des animaux avec un peu d'intelligence. Et on s'est dit non, 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 non. On ne peut pas vivre comme des animaux comme ça. La loi du plus fort qui doit être toujours la meilleure. Non, non, non. On s'arrange. On s'arrange et on donne notre pouvoir, on délègue notre pouvoir à quelques personnes. Et ces personnes-là vont créer des lois qui doivent nous régir. Et ce sont ces personnes-là qui vont créer ce qu'on appelle la Constitution. Et c'est cette Constitution-là qui va nous régir, qui va régir le pouvoir de l'État. Tout ce que vous appelez trias politica, constitutionnalisme. Donc, tout ça, ce sont des grandes théories. Mais la vraie théorie qui nous intéresse, qui intéresse toute la population de l'Afrique, et du Congo en particulier, c'est qu'on est sorti de l'état de la jungle et au lieu que nous puissions avoir des règles que nous-mêmes, nous maîtrisons, que nous avons réfléchi et que nous maîtrisons, non, non, nous sortons de l'état de jungle et on nous amène un autre état de jungle par les colonisateurs et aujourd'hui par les élections et la démocratie. Et il y a des intellectuels qui applaudissent. Et il y a l'Église catholique qui facilite. Et d'autres églises aussi, bien sûr. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce point de vue. C'était Alphonse Mouambi à partir de La Haye. J'espère que ceci pourra vous apporter une certaine lumière sur certains enjeux de l'heure. Partagez, s'il vous plaît, ce point de vue. Vous n'êtes pas d'accord, c'est bien. Vous êtes d'accord, c'est bien aussi. Quand on partage, quand on fait un point de vue pareil, ce n'est pas pour avoir raison, c'est pour enrichir la réflexion. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ce genre de réflexion, qui n'ont pas le temps de faire des recherches, qui n'ont pas le temps de lire. Et nous, on est là pour le faire pour eux. Merci, mesdames et messieurs. C'est Alphonse Mouambi à partir des Pays-Bas. À La Haye. Au revoir.